Médiane. Le podcast HEPVO. Vous écoutez Médiane. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Médiane, le podcast HEPVO. Et pour ce premier épisode, nous abordons le thème des notes à l'école. Et pour ce faire, nous recevons Raphaël Pasquini, professeur HEP associé spécialisé en évaluation certificative au sein de l'unité d'enseignement et de recherche, enseignement, apprentissage et évaluation. Raphaël Pasquini, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre premier invité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours académique ? Comment vous en êtes arrivé à la HEPVO et pourquoi avoir choisi cette spécialisation des notes à l'école ? Alors, bon, pas que des notes, mais moi j'ai un de parcours. L'évaluation, moi j'ai un parcours d'enseignant, donc j'ai fait la formation d'enseignant primaire, j'ai enseigné au primaire et au secondaire avec la formation secondaire après pendant 21 ans. Et puis j'ai eu envie assez vite de reprendre des études parce que je sentais qu'en évaluation, je faisais des choses vraiment pas satisfaisantes avec mes collègues. Donc je suis retourné sur les bancs de l'université, j'ai fait un master, après je suis entré à la HEP par Prafo, 3 ou 4 ans, j'ai beaucoup aimé cette fonction-là. Et puis ensuite, je suis entré à la HEP il y a une quinzaine d'années maintenant, 18 ans. Et petit à petit, je me suis spécialisé sur les questions d'évaluation. Je pense d'abord parce que, comme enseignant, j'avais beaucoup de questions. J'étais pas satisfait de ce qui se passait avec mes élèves. Et puis aussi par le fait que j'ai rencontré à l'université Linda Halal, qui est quand même une figure maintenant retraitée, mais qui était une figure de la recherche en évaluation qui m'a beaucoup inspiré. Et puis tout ça m'a amené à faire un doctorat en 2018 avec Lucie Motier-Lopez, qui est aussi quelqu'un de très présent sur les questions d'évaluation. Et voilà, j'y suis encore. Après, la question des notes, c'est peut-être... La question de la notation est venue en fait petit à petit par rapport à la thèse où j'ai travaillé avec des enseignants du secondaire qui manifestaient tous la difficulté à noter leurs élèves de manière satisfaisante. Puis c'était quelque chose que je rencontrais dans le terrain depuis longtemps, en formation continue, en formation initiale également. Je me suis dit tiens, allons voir de plus près en fait ce qui se passe sur ces pratiques de notation. Et là, j'ai découvert que c'était un champ qui était quand même assez peu exploré en francophonie. Mm-hmm. Beaucoup chez les anglo-saxons, en revanche, pour plein de raisons. Et j'ai approfondi le travail là-dessus. Vous expliquez ça comment, qu'en francophonie, on soit, je dirais pas à la traîne, mais... Je pense que c'est pas une question d'être à la traîne. Je crois que c'est il y a une question d'histoire, de culture. Historiquement, les notes, c'est les jésuites. Il y a fort longtemps qui avaient imaginé de noter leurs élèves pour les classer. Il y avait toute cette question aussi d'identifier l'élite. Et puis on est resté un peu influencé par, je pense, cette histoire-là, avec assez vite des pros et des antinotes qui ont, à mon avis, fait avancer un bout le débat, mais ce débat, de mon point de vue, il est caduque aujourd'hui, quoi. Être pour ou contre les notes, on y reviendra peut-être, mais moi, c'est une des conclusions auxquelles je suis arrivé, c'est que ça mène nulle part, en fin de compte, parce que, d'une part, on voit que toutes les réformes à large échelle dont les systèmes modernes, entre guillemets, éducatifs, ont échoué. Et continue à échouer. Petite échelle, ça peut encore jouer. Sur certains degrés, ça joue encore, comme en France, mais à large échelle, ça ne fonctionne pas. Et puis, d'autre part, il faut voir que les enseignants, globalement, entretiennent un rapport à la note qui est assez complexe. C'est-à-dire que d'un côté, alors on a plein d'études là-dessus, on voit que y a des enseignants, alors ça varie entre primaire et secondaire. Chez les petits degrés, c'est encore autre chose, mais on voit que beaucoup d'enseignants n'aiment pas noter, ont l'impression de maltraiter leurs élèves, sont mal à l'aise avec ça, et ça peut se comprendre. Puis d'un autre côté, on voit qu'il y a un besoin de noter. L'institution demande de noter, ils doivent documenter en fait leur travail avec ça. Puis après, il y a toutes les dérives qu'on connaît, noter pour faire apprendre, noter pour motiver, qui sont condamnables. Mais globalement, le rapport à la note, il est assez complexe.
Et puis, on a vu aussi que dans les réformes qu'on a eues, il y avait quelqu'un là sur les réseaux qui disait oui, mais on a connu des réformes dans le canton de Vaud sans notes. Oui, sauf qu'elles ont posé des gros problèmes de compréhension à certains parents qui n'avaient pas forcément les codes pour comprendre les livrets de compétences. Alors moi, j'en ai fait des tonnes et des tonnes avec des intitulés qui n'étaient pas forcément faciles à saisir. Enfin bref, on voit que la note reste quand même un code qui est universellement compréhensible. Donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles c'est difficile de l'éradiquer. Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a toute cette recherche anglophone qui travaille dessus depuis très longtemps parce que je pense ils sont pris beaucoup plus que nous dans des systèmes qu'on appelle d'accountability, c'est-à-dire de rendre compte avec les tests externes, etc. Donc il y a énormément de chercheurs, notamment en Amérique du Nord, qui se sont penchés en fait sur les pratiques de notation depuis très longtemps. Les premiers débats dans le monde anglophone, c'est la fin du 19e, puis après en France, mais c'est resté très prégnant en tout cas là. Et là, il y a des choses extrêmement intéressantes qui se sont faites et qui se font encore, quoi. Et donc justement, c'était le sens de ma première question, vous m'avez un peu emboîté le pas, mais ce que vous répondez donc aux gens qui disent pourquoi on n'abandonnerait pas purement et simplement les notes à l'école, vous dites que ça a été testé, mais qu'en gros, à chaque fois, ça a été plus ou moins un échec. Ça n'a pas fonctionné en tout cas pour Non, ça ne fonctionne pas et parfois c'est même les enseignants qui demandent de revenir aux notes. Disons, ce qu'il y a, c'est que je crois que ce sur quoi il faut être clair, c'est que le système scolaire, alors vaudois, romand et au-delà, la plupart du temps, est sélectif. Je crois qu'il faut être assez clair là-dessus. Moi, je ne renie pas ça. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette sélection des élèves, se base essentiellement sur des notes. Donc, prenons acte de ça. Moi, j'ai pris acte de ça. Voilà, j'ai eu l'occasion de discuter avec des quantités de collègues ici et ailleurs. Il y a cet état de fait. Maintenant, la question, c'est de se dire, on ne peut pas accepter que les notes ne soient pas vraiment représentatives d'apprentissage des élèves. Et à partir de là, il faut travailler en fait à ce qu'elles soient les plus cohérentes et valides possibles pour que la sélection soit la plus cohérente et valide possible. Moi, ce qui m'a amené à travailler sur les pratiques de notation, c'est de constater que souvent, enfin régulièrement, la sélection des élèves, ou en tout cas les pronostics qu'on fait aux élèves, tiennent sur des notes qui sont assez bancales. Alors c'est un peu dur ce que je dis, mais qui sont faites de manière très éloignée des vrais apprentissages que les élèves ont réussi à réaliser. Et c'est ça qui est condamnable. Donc moi ce que je dis, c'est que je ne suis pas contre les notes, je suis ni pour les notes, je ne suis pas quelqu'un qui dit mettons des notes, je dis les notes sont... Voilà, il faut qu'on prenne acte de ça, partout, tout le temps. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les rendre intéressantes, construites de manière pédagogique? C'est ça, en fait, la base de mon travail et celui de mes collègues. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est qu'à l'heure actuelle, dans la majorité des cas, les notes, elles ne reflètent pas réellement le niveau des élèves. C'est-à-dire si que, je comprends bien. Alors, on peut discuter de manière... je pense qu'il faut être assez nuancé. On a de la recherche qui montre que... un peu partout dans le monde, il y a des quantités d'éléments qui entrent en interférence avec les constructions des notes pour qu'elles soient liées aux apprentissages. Donc on note des éléments qui sont liés au comportement de l'élève. On note des éléments qui sont liés à comment il se comporte dans le travail. On note, etc., etc. Et que derrière, l'apprentissage, il est relativement difficile à discerner. Donc ça, c'est un problème parce qu'à un moment donné, on aura des élèves qui reçoivent des notes qui ne sont pas vraiment significatives de ce qu'ils ont réussi et de ce qu'ils n'ont pas réussi. Parce que c'est ça l'idée, si on veut. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'on voit des pratiques qui sont ce qu'on appelle standardisées. Typiquement, c'est « Ah ben tiens, on va utiliser un barème fédéral pour mettre les notes partout, tout le temps. » Ou bien, on va dire que le 4, il est dans telle voie à 70%, puis dans telle voie à 60%. Puis ça, en fait, c'est important de prendre en compte que ça veut rien dire, en gros. Parce que ce 60% ou ce 70%, c'est un 70% de quoi en termes d'apprentissage? Puis ça, souvent, on ne le sait pas. Donc c'est un 70% de points que l'élève aura grappillé à gauche, à droite, sur des quantités de choses. Mais c'est très compliqué parfois de savoir qu'est-ce qui était au centre de ce ramassage de points, si j'ose dire. Et donc, on perd une validité, une cohérence de la note. Puis après, il y a des pratiques alors qui sont clairement
discriminante, et je pense que les gens qui écoutent ça et qui enseignent connaîtront la situation, c'est de faire passer un test à un élève, à des élèves, à une volée d'élèves, de calculer la moyenne des points que ces élèves font, et puis de construire la note par rapport à ça. Donc là, on voit qu'on entre dans des perspectives très normatives, puisque l'élève n'est pas noté par rapport à ce qu'il maîtrise de l'apprentissage, mais par rapport au score moyen de ses camarades, et qu'un élève moyen, il a intérêt à être dans une classe, entre guillemets, faible, parce qu'autrement, c'est lui qui va trinquer. Donc ça, c'est très problématique, et là, on a des effets pervers de la note qu'on reconnaît, que je reconnais, sauf qu'une alternative est possible. On a des quantités de travaux, et c'est là-dessus que nous, on travaille maintenant, notamment en collaboration avec des enseignants. Il y a une manière, on va dire, constructive et cohérente et pédagogique de construire des notes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces travaux que vous avez effectués ? Alors, ce qui ressort du point de vue de la recherche, et notamment des recherches qu'on a menées nous ici à la HEP Vaud, c'est le fait qu'une note devrait idéalement se référer à des objectifs poursuivis, enseignés et évalués. Donc, c'est-à-dire essayer de se dire, par rapport à l'attente que j'ai envers mes élèves, qu'est-ce que j'attends d'eux à un moment donné, le jour où je dois faire un test. Et à partir de là, on voit que la pierre angulaire de la note que moi j'appelle constructive, c'est qu'elle se base sur des critères. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de dire, tiens, sur le thème 10 de maths, il faut tant de points pour avoir 4, on va se dire, tiens, par rapport à ce thème 10, par rapport aux apprentissages qui sont attendus là-dedans, qu'est-ce qu'on attend de l'élève pour dire qu'il aura 4, 3, parce qu'il va échouer, voilà, ou 5 ou 6. Et cette nuance-là, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on quitte l'entrée, je tire des barèmes à la corde avec des logiciels, par qu'est-ce que j'attends des élèves, comment je formule mes attentes au travers de critères, et en quoi ces critères peuvent à eux, à leur tour, déterminer les seuils de réussite de chaque note. Et Est-ce que pour vous, ça veut dire laisser plus de liberté aux enseignants pour établir leurs propres critères en fonction de leurs élèves, leurs classes, leurs attentes, et sortir du modèle un peu standardisé, justement, avec les barèmes fédéraux, etc. Mais c'est-à-dire que tous les enseignants avec lesquels je travaille sont soucieux d'être justes. Et puis, ils subissent aussi la pression de parents, parfois de leurs directeurs, de leurs directrices. Donc, c'est pas facile, d'accord, aujourd'hui, d'assumer, en fait, de mettre tel ou tel type de note. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de construire ensemble, c'est de se dire, mais vous êtes les seuls à décider du programme. Vous êtes les seuls à enseigner. Vous êtes les seuls à guider vos élèves pendant l'enseignement. Vous êtes les seuls à prendre un certain nombre de décisions sur on avance plus vite, on revient sur des notions. Vous êtes les seuls à faire les tests. Puis le jour où il faut faire les notes, vous allez sur ibarème. On a un problème là quand même. Donc ça tilte souvent les gens en disant ben oui, on prend ibarème parce qu'au moins comme ça, on fait tous la même chose, mais en fait on fait pas tous la même chose. En convoquant des logiciels standardisés, on fait pas tous la même chose. On aplatit quelque part quelque chose que chacun réalise dans sa classe. Donc moi, ce que j'essaye de dire aux enseignants, c'est de dire oui, étant donné que vous êtes responsable de tout le continuum, on va dire, qui précède le test final et la notation de ces apprentissages, prenez en charge aussi le fait que la note, une fois, sera à un seuil d'exigence 1, puis une fois à un seuil d'exigence 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, en tout cas, nous, on travaille maintenant avec pas mal d'enseignants au primaire et au secondaire, on voit que quand ces règles sont clairement établies, quand ces règles sont partagées avec les parents, et quand les directions donnent leur aval, on n'a pas de problème. Ils ne communiquent pas de problème, parce qu'au moins c'est clair. Et c'est logique quelque part. Moi, franchement, comme parent, je comprendrais tout à fait qu'à un moment donné, mes enfants soient évalués de manière plus sévère sur certains contenus parce que l'enseignement a été plus intensif, etc., etc., et moins sévère sur d'autres parce que l'objet est très complexe, etc., etc. Donc là-dessus, pour moi, il y a un enjeu pour les enseignants de reprendre la main, c'est-à-dire de prendre l'initiative, de dire oui, en équipe, on assume un certain nombre de choses, on réfléchit depuis l'apprentissage, on réfléchit depuis l'enseignement. Et là, on voit que ça donne des résultats qui sont très intéressants, et on voit aussi des élèves qui n'ont plus les mêmes notes quelque part. Donc en fait, il y a un travail aussi de transparence à quelque part auprès des parents, mais aussi peut-être des élèves directement. Complètement. Et moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est cette
illusion, mais de nouveau, je la comprends un bout et je la trouve dommage, cette illusion de transparence qu'on essaye de donner en disant les seuils seront toujours les mêmes tout le temps. Parce qu'en gros, voilà, 2 tests, un super compliqué, un super simple, les deux sont à 70%, mais on ne traite pas les gens de la même manière. Ça me semble être du bon sens. Puis en même temps, ça l'est pas, parce que dans le terrain, c'est beaucoup comme ça. Là, on parle évidemment de théorie, de recherche, etc., de comment améliorer la façon de noter, mais il y a des biais qui ont été repérés par des sociologues français, je pense notamment à Jean-François Amadieu, Pierre Merle, etc., qui disent que l'enseignant, lorsqu'il note, il ne peut pas échapper à certains biais, tels que les critères physiques, la beauté de l'élève, l'origine sociale, les notes précédentes. Et est-ce qu'il est possible de dépasser ça, objectivement, ou c'est quelque chose qui est indépassable ? Bon, c'est vrai, hein, les docimologues, en l'occurrence, en France, Pierron et compagnie, depuis les années 60, ont abondamment documenté ces biais-là. Ce qu'on voit, et ça aussi, la recherche contemporaine, en fait, en évaluation, notamment du monde anglo-saxon, le met en évidence. Ces biais sont très présents quand la note est relativement peu transparente. Typiquement, comme je disais tout à l'heure, on ne connaît pas les critères de réussite. Il y a des copies, et puis on dit aux gens, corrigez, mettez des points, etc. Mais on ne sait pas vraiment sur quoi ça porte. Ce qu'on observe, c'est que à partir du moment où les équipes travaillent ensemble à comment on va enseigner, comment on va faire apprendre, comment on va définir les attentes et les critères, ces biais ont tendance à diminuer. Maintenant, ce qui est intéressant et ce qui est important à dire, c'est que l'évaluation et la notation restent des pratiques humaines. L'enseignante est un humain qui évalue des humains. Nous avons tous nos filtres, nous fonctionnons tous comme ça. La question, nous, c'est ce qu'on essaye de faire en formation, c'est déjà de reconnaître ces biais et de travailler à se dire « je ne cherche pas à être objectif », parce que pour moi, c'est un non-sens en évaluation d'être objectif. En revanche, on cherche à être cohérent. Et dans nos cadres théoriques, la cohérence, elle est première. Et cette cohérence, elle est de se dire, tiens, par rapport à tout ce qui s'est passé en classe, sur cette épreuve-là, eh bien, tel élève aura 4. Est-ce que, pour moi, ça rend vraiment compte de ce qu'il a réussi à montrer et des manquements qui sont encore là, de manière à ce que je puisse les lui retourner et continuer. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la notation, si on veut, et le canton de Vaud là-dessus, il a fait un gros travail dans le cadre général de l'évaluation et dans le document accessibilité qui vient de sortir avant l'été, que tout enseignant devrait avoir reçu à la rentrée par sa direction. C'est qu'en fait, la note devrait poursuivre 3 buts. Le premier, c'est certifier les apprentissages. Là, on n'y coupe pas. Mais le deuxième, dans les approches contemporaines de l'évaluation, ça se conjugue, c'est de pouvoir donner un feedback constructif à l'élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire à quelqu'un, tu as fait 4. Maintenant, il reste à travailler tel type d'apprentissage. Et puis le troisième but, c'est que la note doit permettre à l'enseignant d'orienter en fait la suite de son enseignement. Typiquement en disant, là je me rends compte que sur ce sujet, ça joue pas, il faudra qu'on revienne là-dessus et donc réaménager en fait son enseignement. Ce qu'on observe dans le terrain, c'est que, à part certifier, le feedback des notes est la possibilité donnée aux enseignants d'aller de l'avant par rapport aux résultats qu'ils obtiennent de leurs élèves est assez faible. On a plutôt tendance à voir des gens qui tournent la page et on passe à autre chose. Ce que beaucoup d'élèves ont intégré d'ailleurs. Ah, j'ai fait une bonne note, hop, c'est bon, j'ai fait une mauvaise note, je vais me faire engueuler, etc. Blabla. Et puis on passe un peu la course d'obstacles. Puis ça, c'est un gros challenge, évidemment. Merci Raphaël Pasquini. On passe maintenant aux questions des réseaux sociaux. Vous écoutez Médiane. On a fait appel à vous, auditeurs, sur les réseaux sociaux de la HEP Vaud, en vous informant du thème qui allait être abordé dans l'épisode, et vous nous avez posé des questions pour notre invité. Donc voici les questions qu'on a retenues pour vous, Raphaël Pasquini. La première nous vient d'Aline, qui est donc « Comment adapter les tests pour avoir des interactions cognitives entre les élèves ?» Alors, cette question est intéressante parce que ça suppose que l'enseignante accepte ou envisage qu'il est possible d'interagir avec des élèves pendant la passation d'un test. C'est comme ça que je comprends la question. Alors c'est intéressant parce que nous, on a de plus en plus d'enseignants qui se donnent cette liberté-là. Et de nouveau, on voit ici que, sans critères, ce genre d'interaction est assez pauvre.
Donc l'idée, ça serait de pouvoir dire à des élèves sur la base de critères, donc comme je disais tout à l'heure, sur la base d'attentes formulées sur la certification de certains apprentissages, de pouvoir aller vers eux en disant, tiens, voilà, est-ce que tu vois là, est-ce que tu as réussi à identifier le schéma Kinner en production écrite, j'y vais comme ça un peu avec un premier exemple à la louche. Oui, comment, pourquoi, etc. Après, je pense que ce qui est très important, c'est de se demander, mais quelle est la finalité de ça ? L'idée, dans certaines situations, c'est de se dire, tiens, est-ce que l'interaction, elle est là pour vérifier quelque chose, pour donner la place au processus d'apprentissage plutôt qu'au produit, pour aller un peu infirmer ou confirmer quelque chose qu'on voit sur la trace de l'élève. Mais pour faire assez court, sans critères, c'est compliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de se baser sur les critères pour essayer de valider ou d'invalider les attentes en fonction de ce que réalise l'élève, quoi. Et enfin, une dernière question qui nous vient d'Isabelle, qui nous demande pourquoi une formation à l'évaluation n'est pas obligatoire dans le parcours de tout enseignant. Bon, ça, c'est question qui fâche. Bon, je sais pas si elle fâche, mais je sais pas d'où vient Isabelle, mais alors, il y a deux raisons. Bon, on partira aussi du constat que à la HEP, globalement, par rapport aux institutions romandes, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec des collègues romands, on a quand même une dotation en évaluation qui est quand même pas ridicule. Mais est-ce qu'elle est suffisante ? Et c'est jamais suffisant. Mais je pense alors il y a deux choses. D'abord, je pense que on est un peu héritier d'une tradition ou d'une idée reçue qui dit qu'à partir du moment où un enseignant, une enseignante sait enseigner, elle sait évaluer. Et je pense qu'on porte encore ça. Là, à mon avis, il faut qu'on bouge un petit peu les frontières là, parce qu'on voit que c'est pas du tout ça, et on a des masses de recherches qui montrent que globalement, les enseignants sont sous-formés pour l'évaluation. Donc, je pense qu'il y a déjà cette croyance-là qui fait qu'on n'a pas forcément jugé nécessaire de mettre ça au plan d'études. Après, il y a le fait qu'il y a des logiques institutionnelles propres. Puis après, il y a le fait que les didactiques aussi traitent parfois un peu beaucoup d'évaluation. Et que donc, à un moment donné, on peut se dire, tiens, on n'a pas forcément besoin de modules spécifiques à ça. Ce à quoi, moi, je rétorquerais que les didactiques font un travail fantastique sur des quantités de choses, et notamment se sont approchés de l'évaluation qu'on appelle formative, mais c'est vrai que sur la question de la certification et des pratiques de notation, la didactique est absente. Donc là, effectivement, je pense que là-dessus, on a encore du travail. Il faudrait effectivement qu'on mette encore les bouchées triples, parce que, on voit que l'évaluation, c'est du quotidien, et c'est des enjeux extrêmement élevé, extrêmement fort. Moi, je dis toujours, la note, c'est l'une des seules choses qui sort de la classe avec les bricolages et les productions, on va dire, physiques. Mais voilà, il y a des notes qui pronostiquent de parcours d'élèves. Voilà, c'est important, c'est sérieux. Donc il faut qu'on prenne ces notes au sérieux, avec rigueur, comme je l'ai expliqué, en essayant de travailler sur la dimension constructive. Raphaël Pasconi, merci d'avoir été notre premier invité dans ce podcast de la HEP Vaud Médiane. Merci à vous de l'invitation. On rappelle votre livre « Quand la note devient constructive », sorti en 2021 aux presses de l'Université Laval. Quant à nous, on se retrouve au prochain épisode. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de la HEP Vaud. C'est ici que vous serez informés non seulement du prochain épisode, mais aussi du thème qui sera abordé. Et par ce biais, vous pourrez poser vos questions à notre futur invité. Raphaël Pasconi, merci encore. Et à bientôt. Merci, à bientôt.